So our next paper is by Didier Despont, who is lecturer in geography. We have lots of geographers this morning at the University of Cergy-Pontoise, and Pierre Bergel, who is lecturer in social and urban geography at University of Caen, Basse-Normandie. Merci de nous avoir invités. Merci de nous avoir invités. Donc je vais continuer un peu dans le même esprit que ce qui a été dit tout de suite, donc avec un papier qui est titré « Un banlieue des dynamiques complexes derrière un mot trop simple ». Donc je voudrais d'abord commencer par une comparaison, je dirais, sémantique entre le mot suburb anglais et le mot banlieue français. Donc d'où la première partie, à la recherche de la banlieue française. Alors, deux mots qu'on considère comme synonymes, qu'on peut traduire l'un par l'autre, mais deux mots qui ne disent pas la même chose, deux mots, deux significations. Suburb, comme vous le savez, est calqué du latin, suburbia, aux environs de la ville, aux alentours de la ville. C'est un mot neutre qui exprime simplement une position géographique, donc qui indique que la suburb, donc la suburbia, c'est ce qui est autour de la ville, dans un rayon proche de la ville. Avec le mot banlieue, le mot français, on est sur un autre registre qui est un registre beaucoup plus politique. Puisque ce mot banlieue exprime en lui-même étymologiquement une dépendance entre la ville et ses environs, une dépendance politique entre la ville et ses environs. Je ne vais pas entrer dans ces détails-là, enfin qui ne sont pas des détails pour les spécialistes, mais qui pour moi sont un peu extérieurs, mais simplement pour expliquer, le ban au Moyen-Âge, c'est l'exercice d'un pouvoir urbain en l'occurrence, et la lieue, c'est l'unité de mesure, c'est l'extension, le périmètre de ce pouvoir. Donc une lieue au Moyen-Âge faisant environ 4 km, donc 4 km autour de la ville, un banlieue, exercice d'un pouvoir urbain, 4 km autour de la ville. Donc on a une dépendance politique entre ces espaces de banlieue et la ville-centre. Donc première dépendance. Une dépendance qu'on voit à Paris par exemple après la Première Guerre mondiale, une dépendance militaire, puisque les banlieues ce sont des espaces de servitude militaire pour assurer la défense de la ville. Par exemple, il ne faut pas construire ce qu'on appelle les zones non edificandi, il ne faut pas construire autour de la ville pour bien sûr voir venir les envahisseurs et les mitrailler en cas de besoin. Donc deuxième dépendance, une dépendance militaire par rapport à la ville. Troisième dépendance, et ce jusqu'à la Révolution française en France, une dépendance économique, puisque dans le régime des corporations, qui dure en France jusqu'en 1790, donc les banlieues sont frappées de servitude économique. Certaines professions sont par exemple interdites, notamment pour limiter les concurrences avec la ville-centre. Donc troisième dépendance, une dépendance économique. Quatrième dépendance, que j'ai appelée géographique faute de mieux, qu'on voit plutôt se développer à partir du 19e siècle avec l'installation d'activités encombrantes ou réputées nuisantes. À vrai dire, ça avait commencé avant, mais ça se développe au 19e. Des abattoirs, des cimetières, des entrepôts, des installations ferroviaires, les grands ensembles de logements sociaux ensuite, qui du coup, eux aussi, seront réputés comme nuisants. On retrouve un peu ce que vous disiez tout de suite. Donc j'ai appelé ça dépendance géographique avec une photographie que les Parisiens, espace que les Parisiens ont traversé quand ils ont pris le train pour venir ici. Donc l'espace de la plaine Saint-Denis, on voit ces triages ferroviaires sur la gauche de la photographie, cette grande saignée qui a été recouverte depuis de l'autoroute A1, et puis un ensemble d'entrepôts qui font que la banlieue en fait est fractionnée par des voies qui convergent vers le centre-ville, et que la banlieue est aussi un réservoir pour la ville-centre qui dépose ses habitabilités entre guillemets les plus nuisantes. Et puis cinquième dépendance, statistique, la banlieue est un non-lieu. C'est assez étonnant puisque la définition institutionnelle de la banlieue, c'est toujours celle de 1954, pour l'INSEE, l'Institut de la statistique français, qui dit que la banlieue est un intervalle entre le centre-ville et l'espace rural, un intervalle, donc un non-lieu, une espèce de dépendance statistique, alors à la fois vis-à-vis de la ville, mais aussi en l'occurrence, ce n'est pas le propos aujourd'hui, mais aussi en l'occurrence vis-à-vis de l'espace rural. Donc cette banlieue française, nombreuses dépendances par rapport aux villes, par rapport aux villes-centres. On pourrait dire que cette banlieue française est un espace sémantiquement, mais aussi politiquement dominé, et que, avant d'être géographique, la banlieue française est donc un objet politique. Donc, du coup, deuxième partie, quelle représentation politique derrière ce mot de banlieue? Donc ça va être la deuxième partie, et on va voir que ces représentations, pour peu qu'on les questionne, sont finalement assez étranges. Voilà, excusez-moi.
Alors, c'est assez intéressant si on reprend un peu l'histoire très rapidement, c'est que, en gros, à partir de la révolution industrielle, donc 19e siècle, et en gros jusqu'aux années 30, de l'entre-deux-guerres, les espaces urbains les plus dévalorisés sont plutôt des espaces centraux. C'est par exemple à Paris l'île de la Cité, qui avant les travaux d'Haussmann est un espace très frappé de dévalorisation. C'est la butte Montmartre, par exemple, tout le courant du 19e siècle. C'est le quartier du Marais à Paris, par rapport à aujourd'hui ça fait un peu rêver, mais jusqu'aux années 50-60 c'est un espace très dévalorisé. Donc les espaces centraux, ou alors proches du centre, ce qu'on appelle la zone, autour des fortifications, donc qui sont à proximité immédiate de Paris. À partir des années 70, ce que j'appelle entre guillemets la géographie urbaine de l'inquiétude, cette géographie de l'inquiétude se déplace vers les périphéries et particulièrement vers les logements sociaux construits en banlieue. Alors, quelques étapes institutionnelles, mais sur lesquelles je n'ai pas le temps de développer. On est bien au tournant des années 70. Je vous cite 3 exemples. Un livre blanc, vous savez qu'en France on fait beaucoup de livres blancs, enfin, aussi un peu en Grande-Bretagne parfois. Voilà, des livres blancs sur le logement HLM, donc 1975. Une commission nationale, on fait aussi beaucoup de commissions nationales en France quand il y a un problème. Donc même année, 1975, sur la réforme du logement, notamment sur la réforme de l'aide financière au logement social, enfin j'entre pas dans les détails. Et puis ce qui peut apparaître en 1977 comme l'ancêtre de ce qu'on appelle la politique de la ville depuis, en 1977, cette circulaire donc ministérielle qui s'appelle HVS, Habitat et Vie Sociale, en fait l'ancêtre de ce qu'on va appeler plus tard, dans les années 80, la politique de la ville. Donc on voit là, en 2 ans, en 3 ans, on voit une espèce de cristallisation sur la question du logement en réalité. C'est une question politique, je dirais, alors qu'une question géographique. Finalement, on pourrait dire que, puisque on est sur des questions de signification, de représentation, que la figure de la banlieue, la représentation de la banlieue, est une figure de rhétorique qui se ressemble à la métonymie. C'est comme si, en devenant pathologique, entre guillemets bien sûr, au courant des années 70, cette banlieue avalait, les grands ensembles de logements sociaux, ces problèmes des grands ensembles de logements sociaux avalaient l'ensemble de la banlieue, comme si la partie avalait le tout, donc c'est bien la définition de la métonymie, la partie avale le tout, et c'est une métonymie politique parce que cette question des banlieues se construit comme un problème du logement social. C'est le problème du logement social qui fait que désormais la banlieue se résume à ces grands ensembles de logements sociaux dont on a vu qu'ils ne constituaient pas l'ensemble des banlieues dans la partie précédente. Donc des représentations là, qui se construisent à ce moment-là et qui vont structurer depuis, ça fait 30 ans, 35 ans maintenant, qui vont constituer le discours et les représentations sur les banlieues. Alors, je vais assez vite parce que je sais qu'il faut, mais des mots-clés un peu effrayants, dont on a déjà parlé ce matin, la banlieue, mais en fait les grands ensembles de logements sociaux, encore une fois métonymie, c'est la pauvreté, c'est l'exclusion, les zones d'exclusion, c'est le logement social et c'est seulement le logement social, on a vu que ce n'était pas le cas, c'est la criminalité, c'est le chômage, c'est les émeutes, les émeutes urbaines récurrentes, et puis on pourrait résumer en disant, dans les représentations, on a vu aussi dans la communication précédente que ce n'était pas forcément le cas, l'endroit où vous ne voulez pas être et où vous ne voudriez pas, surtout peut-être, scolariser vos enfants. Donc en termes de mots-clés, la liste n'est pas close bien sûr, en termes de représentation, alors représentation comme autant d'évidence à discuter, et c'est ce que va faire Didier tout de suite, je dirais un florilège, un florilège des évidences qui sont autant d'évidences à discuter. Les banlieues seraient étanches démographiquement et socialement, donc ce seraient des espaces étanches et peut-être de plus en plus étanches. Les ségrégations sociales y seraient en hausse, qui accroisseraient les handicaps de populations déjà victimes de discrimination, déjà défavorisées. Troisième évidence, le fonctionnement social, économique, culturel, voire ethnique, avec tous les guillemets qu'on peut mettre à ce mot-là, serait très différent de celui de la ville ordinaire, et là aussi, peut-être, les différences, les divergences seraient en train de se creuser. Et puis aussi, dernière évidence dans la liste, en l'occurrence, de faibles valeurs immobilières qui limiteraient le renouvellement des populations, qui limiteraient donc le libre jeu, je dirais, du marché immobilier. Alors, quand on se met sur le terrain des investigations, qu'elles soient quantitatives et qualitatives, on va plutôt être sur un terrain quantitatif pour ce qui suit, on s'aperçoit souvent, comme c'était le cas précédemment, que ces mots-clés, ces évidences ne s'accordent pas totalement, c'est le moins qu'on puisse dire, avec ces discours dramatisants.
Donc la question c'est quel décalage, pourquoi un tel décalage? Et je vais maintenant céder la parole à Didier afin de développer sur ces questions-là. Merci pour avoir oui, alors ce qui va être présenté ici vous paraîtra peut-être un petit peu redondant par rapport à ce qui a été évoqué tout à l'heure par les collègues. Bon, l'objectif quand même premier, c'est de partir d'un terme, donc de ce terme de banlieue, qui apparaît comme extrêmement englobant et qui nous apparaît, nous travaillant sur ces territoires, comme toujours évidemment simpliste. Et donc là, l'objectif, évidemment, on pourrait largement creuser cette question en croisant des données quantitatives et qualitatives. On restera sur des données quantitatives pour indiquer que les choses sont beaucoup plus complexes et dans des dynamiques. Donc on est sur des territoires qui sont en évolution et pas sur des choses complètement bloquées, figées et qui en tous les cas sortent des schémas les plus habituels. Bon, première question qu'on pourrait avoir en tant que géographe à se poser, c'est on va travailler sur quoi? Quel territoire, jusqu'où, quelles limites? Ça pourrait poser la question de l'agglomération, jusqu'où? Nos collègues tout à l'heure ont décidé d'aller au-delà de l'agglomération en intégrant un certain nombre de territoires périurbains. Là, on va rester sur l'agglomération telle qu'elle est définie 2010 de manière officielle. Ensuite, donc vous allez voir les cartes qui vont apparaître après. Ensuite, deuxième point, pour saisir les dynamiques complexes, il faut mobiliser un certain nombre d'informations. Donc, quelles sources à mobiliser? Et donc, on va mobiliser des données INSEE avec un minimum de diachronique, 1999-2006. On va mobiliser des données fiscales, données de la DGI, pour avoir des profils des populations en fonction de leur profil fiscal, 2001-2007, et l'on va intégrer, alors, chose qui fera lien avec la présentation précédente, des données notariales sur des ménages acquéreurs de biens immobiliers, de regarder un petit peu quel est leur profil, et entre autres sur des territoires de banlieue que l'on considère comme la banlieue en soi, et entre autres la Seine-Saint-Denis. Et donc voilà, alors on aurait pu mobiliser d'autres, hein, mais ça va nous permettre quand même d'entrer un petit peu dans la thématique et de montrer que les choses sont plus complexes. Premier point, le poids des banlieues dans l'agglomération parisienne. Si on reste sur les définitions totalement officielles, la banlieue, ça pèse lourd. Bon, ce n'est pas de petits territoires, démographiquement parlant. Si je pars de 1968 jusqu'à 2006, les données censitaires, on s'aperçoit, c'est tout ce qui est en orange, les territoires officiels de la banlieue, que si Paris est à 2 millions d'habitants à peu près, la banlieue c'est de l'ordre de 6 millions d'habitants, c'est considérable. Donc ça c'est le premier point. Donc c'est pas une petite entité, c'est une part très importante de la population. Deuxième point, quand on mobilise les informations, ça va, c'est un peu complémentaire de ce qui a été évoqué tout à l'heure. Quels sont les profils sociaux? Ce que vous avez ici, tout ce qui est représenté, donc le choix cartographique, c'est de prendre l'agglomération officielle, telle qu'elle est définie, moins Paris, puisqu'on a sorti Paris. Donc en fait, concrètement, tout ce qui est en coloré ici, cela correspond à ce qu'on doit intégrer comme les espaces de banlieue tels que définis aujourd'hui. Alors évidemment, on pourrait aller plus loin, ça ne poserait pas de problème, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Bon, et donc, quand on entre dans cet espace, donc le territoire de banlieue, qu'on regarde les profils sociaux, on s'aperçoit qu'on n'est pas uniquement dans une opposition entre le centre aisé et les périphéries très populaires. C'est extrêmement complexe. On a une grande opposition qui a été évoquée tout à l'heure entre l'Est et l'Ouest. Et donc, on a des territoires où les catégories aisées sont fortement présentes, et l'étaient en 99 et le sont encore en 2006. Et donc le territoire de banlieue ne peut en aucun cas, les territoires de banlieue ne peuvent en aucun cas se résumer à catégories populaires. Les catégories aisées y sont fortement présentes. Deuxième point, quand je prends l'inverse, alors ces cartes ne sont pas peut-être essentielles, puisqu'en fait c'est l'opposé, hein, c'est les catégories populaires. On va prendre des ouvriers ici, on aurait pu le complexifier un petit peu. C'est quasiment le négatif du précédent. Et donc ces catégories sont grandement là où les uns sont fortement présentes, les catégories aisées, les autres sont faiblement présentes, même si l'on pourrait, avec les classifications qui ont été montrées tout à l'heure, distinguer des communes au profil intermédiaire où l'on retrouve une plus grande mixité des populations sur le plan résidentiel. Les catégories populaires, ça reste encore en 2006, si je fais cette petite comparaison entre 1999 et 2006. Bon, autrement dit, pour faire simple, ce que l'on pourrait appeler, et ce que l'on appelle généralement les territoires de banlieue, c'est une partie du tout. Ce sont plutôt des territoires qui sont là-bas où résident les catégories populaires, et si je prenais, ça ne figure pas ici, c'est aussi les territoires où va s'appliquer la géographie prioritaire, et donc où sont, entre autres, les zones urbaines sensibles, définies en 1999.
Maintenant, si je fais un ratio, pour essayer de croiser les deux informations, entre d'un côté le ratio entre les catégories aisées divisées par les catégories populaires, on a cette dichotomie spatiale avec d'un côté des banlieues aisées et de l'autre côté des banlieues plus populaires. Voilà, juste pour faire simple, pour indiquer que la banlieue ne peut pas être considérée uniquement comme l'espace des catégories populaires, qu'il s'agisse de 1999 ou qu'il s'agisse de 2006. Maintenant, si je regarde le profil fiscal, alors sans grande surprise, on pourrait donner différents éléments sur le profil fiscal. Tout à l'heure, les collègues ont indiqué les revenus. Bon, on peut prendre les ménages non imposés, on peut prendre les revenus moyens, les revenus médians, on peut prendre un certain nombre d'informations qui permettent d'avoir une indication sur où les ménages sous le seuil de pauvreté, c'est aussi une indication qui peut être intéressante. Et donc si on prend cette information, on s'aperçoit sans trop grande surprise qu'il y a une assez forte corrélation spatiale. Là où sont les non imposés étaient les revenus catégorie populaire. Ce n'est pas une grande surprise. Bien, alors maintenant, les choses, donc on va dire, premier élément de complexification, c'est pas la banlieue homogène, c'est la banlieue hétérogène. Deuxième élément, si on prend les territoires de banlieue en soi, entre guillemets, c'est-à-dire ce que l'on va appréhender comme étant perçus comme les territoires de banlieue. La Seine-Saint-Denis, bon. C'est très travaillé, c'est beaucoup étudié, etc. C'est un peu le territoire assez emblématique de la banlieue telle qu'on l'entend. On s'aperçoit que les choses sont mobiles, qu'il y a de la fluidité. Les collègues en parlaient tout à l'heure pour Montreuil, on va confirmer avec d'autres informations. Quand on regarde les acquéreurs de biens immobiliers, on s'aperçoit que la banlieue, c'est certes de l'habitat social, mais la banlieue, ce sont aussi des acquéreurs, et que le profil des acquéreurs est assez complexe. Ils ne sont pas nécessairement tous sur les mêmes communes, mais en tous les cas, ça révèle des mobilités. Et ça révèle aussi des formes d'ascension sociale par acquisition de biens immobiliers. Et qu'on a au sein même de ce territoire, entre guillemets, étiqueté banlieue, des catégories aisées qui viennent s'installer avec des phénomènes de gentrification. Bien, maintenant, dernier point, puisque ça n'a pas été évoqué, mais c'est un point évidemment, alors je ne sais pas si c'est le point obscur de toutes ces questions, la question des nationalités, parce que là on est entré plutôt par la question sociale, donc par la question des nationalités. Alors, est-ce que la banlieue serait, en fait, telle qu'on l'entend, étiquetée, entre guillemets, banlieue, le territoire où les populations de nationalité étrangère seraient particulièrement nombreuses et surreprésentées? Alors, il faut savoir que cette information, on a un peu de mal à l'obtenir en France, quelques difficultés pour avoir accès à ce genre d'informations. Là, c'est des données INSEE. Et donc, vous avez, dans les communes en rouge, les communes où sont sous-représentés les ménages de catégorie étrangère. Maintenant, ce qui est assez intéressant, c'est aussi pour sortir un peu des schémas habituels. Population de nationalité étrangère qui ne renvoie pas uniquement aux populations issues de l'immigration, c'est une partie, c'est totalement superposable. On pourrait penser à habitat social. Oui, mais on observe, une étude que l'on a menée récemment, qu'il y a aussi des phénomènes assez intéressants, que les ménages acquéreurs de biens immobiliers sont aussi des ménages de nationalité étrangère et qu'ils s'installent, là c'était sur la Seine-Saint-Denis, mais on a travaillé sur d'autres communes, sur d'autres territoires, et donc on a aussi des processus d'ascension, entre guillemets, sociale par cet indicateur concernant ces populations. J'ai tendance à dire que ça contredit un petit peu un certain nombre de schémas assez habituels sur la question, avec une sorte de lien ou de simplification ménage de nationalité étrangère et habitat social. Voilà, autrement dit, sans aller plus loin, juste pour indiquer que ces deux éléments, c'est plus complexe si l'on prend les territoires de banlieue globaux, et au sein de la banlieue, on va dire la plus populaire, il y a des mouvements aussi complexes qui montrent que les choses évoluent quasiment en permanence et sont en cours de recomposition. Alors maintenant, question, pourquoi ce discours pathologique qui, à notre sens, contribue à masquer les enjeux? Alors, d'abord, les banlieues sont complexes. Elles ne peuvent pas se réduire au discours habituel. Et ça nous intrigue. Et donc, pourquoi on en revient toujours à ces discours? Est-ce qu'il n'y a pas des formes de manipulation, de simplification? Donc, un discours très angoissant qui se résume à l'habitat social, alors que c'est plus complexe, c'est ce qu'évoquait Pierre tout à l'heure. Et donc, ça fonctionne un peu comme un écran politique pratique. Autrement dit, on pense que derrière cet affichage, c'est peut-être une manière de ne pas appréhender d'autres questions. La géographie, c'est fini. La géographie sociale ne répond évidemment pas à toutes les questions, mais par ses outils, qu'il s'agit d'outils quantitatifs ou d'outils plus qualitatifs, peut permettre de complexifier les choses.
et de déconstruire un certain nombre de discours habituels sur la question. Des contrats sociaux plus marqués entre les banlieues qu'entre le centre et les banlieues, des banlieues changeantes et évolutives offrant aussi des opportunités d'emploi, des opportunités de terrain disponibles, et donc on l'appréhende toujours par le négatif, le moins, il n'y a pas, mais c'est aussi un espace d'opportunité. Je vous rappelle, 6 millions d'habitants à peu près y résidant pour 2 millions à Paris. Des populations étrangères qui ne se trouvent pas uniquement en position de marginalisation, et on a utilisé un terme dans un article récent, est-ce qu'on ne serait pas en train de voir apparaître une ethno-burbe à la française dans un certain nombre de ces territoires de périphérie. Et donc, conclusion de la conclusion, la question des banlieues nous apparaît aussi comme un révélateur, d'une certaine manière, d'un fonctionnement de la société française actuelle. Et donc, un discours qui reste toujours teinté de connotations médicales, malade, syndrome, malaise, etc. Mais de quelle nature serait la maladie? Quelle est la maladie qui renvoie à ces connotations et à l'utilisation de ces termes? Le discours pathologique sur les banlieues sert à masquer les enjeux. Questions socio-économiques, l'inégalité, questions historico-culturelles, on a marqué mauvaise conscience postcoloniale, autrement dit la question de l'intégration des enfants de 2e, 3e génération, questions politiques, place des catégories populaires françaises dans la vie démocratique. Il y avait un sujet qu'on n'a pas du tout abordé mais qui est très important, c'est la non-participation aux élections, par exemple, hein, dans certains de ces territoires, donc qui est un autre enjeu important. Et donc ce sont, à notre avis, pas tant les banlieues en soi, hein, même si on utilise le terme, voilà, avec toute la discussion sur le terme qui sont malades, mais davantage le contrat social et politique français. Et en cela, elles sont révélatrices d'un malaise plus profond. Elles seraient révélatrices d'un malaise plus profond. Et le discours sur le banlieue servirait de paravent à une société française qui n'oserait pas affronter ces difficultés. Et donc, on ne peut pas se contenter, bien entendu, du discours officiel sur ces territoires. Merci. So, thank you for this great paper.